Et le député de la seconde circonscription, Emmanuel Tchibaou, est notre invité politique. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez tenu à faire cette tournée de terrain, 18 communes sur les 28 que compte votre circonscription. En quoi est-ce que c'était important pour vous et pour les gens que vous avez rencontrés de retrouver cet échange? Je pense que c'était important pour moi aussi déjà de dire merci et que c'est une part de responsabilité qui m'est confiée et de rappeler qu'elle n'est pas confiée à moi tout seul. Les voix, elles ne m'appartiennent pas et je pense que dans le fait de rendre compte de ce qui a été mes rencontres à Paris, c'était je ne vais pas dire une obligation, mais une nécessité pour rassurer aussi tous nos compatriotes quant à la prise en compte de ce qui se passe ici. Il y a une partie qui est à engager dans les discussions avec l'État, notamment sur la crise économique, autant que sur la reprise des discussions. Il y a une partie aussi qui est engagée avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les collectivités, notamment sur la prise en compte des réformes et peut-être aussi à au niveau à changer de paradigme, comme je l'ai évoqué dans le reportage. Que vous disent les personnes que vous avez rencontrées aujourd'hui? Les personnes, ce qu'elles me disent, c'est que il y a une défiance du politique, hein, pour parler clairement. Moi, je prends pour moi aussi ces remarques et que ces paroles-là qui me sont confiées, je pense que c'est aussi pour ça que je reviens rendre compte à ceux qui m'ont mandaté. Une défiance du politique, une défiance aussi de ce qui a abouti à cette impasse institutionnelle où chacun, de part et d'autre, indépendantiste et loyaliste, ont finalement avancé des discussions sans aboutir. Donc une défiance du politique, une défiance aussi de manque de perspective que notre pays il a sur la suite de l'accord de Nouméa. C'est là où c'est important que chacun y s'engage, qu'on soit loyaliste, qu'on soit indépendantiste. Si on veut amener notre pays à sortir de l'impasse, il faut que ceux qui discutent ils soient suffisamment solides et que l'assise sur laquelle les discussions elles sont portées, elles se nourrissent aussi des échanges que le patronat est là, que la société civile est là, que les maires peuvent avoir autant que les autorités coutumières. Cet après-midi, vous étiez au Mont-d'Or. Est-ce que vous avez pu échanger avec des représentants de Mont-d'Or Sud qui, on le sait, ont beaucoup de difficultés à se déplacer? Et puis Saint-Louis, est-ce que vous avez l'intention d'aller voir ce qui s'y passe? J'ai l'intention d'aller voir tout le monde, hein. C'est l'occasion aussi, l'opportunité de dire merci à ceux qui ont voté pour moi, autant que ceux qui se sont prononcés pour Alcide Ponga. Parce que c'est aussi au travers de ce vote qu'on voit que notre pays il a toujours la confiance dans la reprise du débat démocratique, le débat des idées, à la hauteur de ce qui a été le résultat aussi, parce que se sont prononcés pour le projet indépendantiste dans la législative sur un corps électoral élargi à presque 13 000 voix d'écart. Donc c'est aller voir le Mont-d'Or Sud comme aller voir nos compatriotes qui sont à Saint-Louis, c'est une nécessité. Parce que on ne peut pas avancer sereinement dans des discussions sur l'avenir du pays en occultant les impasses dans lesquelles nos compatriotes ils sont aujourd'hui, que ce soit à Mont-d'Or Sud ou au sein même de la tribu de Saint-Louis, où on voit apparaître des images qui semblent d'un autre... Enfin, on dirait qu'on est dans un autre pays, quoi. Oui, une tribu fortifiée. C'est ça. Alors, vous avez fait votre rentrée parlementaire. Vous siégez, je le rappelle, dans le groupe Gauche démocrate et républicaine. Vous êtes membre de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Parmi les sujets que vous avez à cœur de défendre, quelle est votre priorité? Alors, je me suis inscrit dans cette commission parce qu'il me semblait pertinent par rapport à la perspective qui est d'abord, en premier lieu, les obligations du quotidien, c'est la loi de finances. Dans laquelle se projette l'État sur la politique, dans laquelle l'État aujourd'hui, le nouveau gouvernement, va investir le crédit non seulement dans la reconstruction chez nous, mais aussi dans tous les nouveaux chantiers qui s'ouvrent en France. Donc c'est là où c'est pertinent pour moi, parce que c'est aussi ce sur quoi j'ai fait campagne, autant que sur ouvrir le cadre des discussions institutionnelles et à l'intérieur duquel, pour les indépendantistes, le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral aux élections provinciales était
un écueil qui nous empêchait d'avancer un petit peu plus, quoi. Alors justement, avec les 3 autres parlementaires, vous avez eu l'occasion de rencontrer le président de la République. Est-ce que ce sujet justement de la réforme constitutionnelle sur le dégel du corps électoral a été évoqué à ce moment-là? Il a été évoqué. Moi, c'est la question que j'ai posée en premier. Hein. Que lui avez-vous dit? Je lui ai demandé d'arrêter de faire le tour des dictionnaires des synonymes, de savoir si le sujet est retiré ou pas. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il a répondu que pour l'instant, il ne pouvait plus être présenté, qu'il était suspendu. On a consulté des gens au Conseil d'État qui nous ont expliqué que dans la perspective où on a une nouvelle majorité qui est sortie au soir du 7 juillet, si ce projet devait être inscrit à l'ordre du jour d'un congrès de Versailles, il faudrait le Parlement qui se regroupe au congrès de Versailles ne pouvait statuer sur un projet qui n'avait pas instruit. Donc il faudrait refaire tout le circuit depuis commission des lois, rapporteur, examiner dans les mêmes termes dans les 2 chambres avant de le passer au... Donc voilà, c'est là où ça fait partie des thématiques qu'il a souhaité voir inscrire dans une proposition de rendez-vous là, en septembre avec les groupes politiques. Les non-indépendantistes qui ont voté pour vous voient en vous un espoir de reconstruction dans l'humilité et le respect. Maintenant que vous êtes élu, quelle est votre stratégie? Ma stratégie, c'est de faire comme j'ai toujours fait, d'aller au-devant. Content ou pas content, je suis le député de tous les Calédoniens et je prends cette charge pour moi, parce que c'est aussi la mesure de se dire que si on a l'opportunité de faire évoluer, faire avancer un petit peu plus le projet dans lequel le pays il a été annoncé comme inscrit dans l'accord de Nouméa. L'État accompagne la Nouvelle-Calédonie vers sa pleine émancipation. Je dis à ceux qui ne lisent pas l'accord de Nouméa de le lire jusqu'à la fin, parce que c'est marqué. C'est la perspective dans laquelle je m'engage. Rassurer aussi que le projet que je porte, celui sur lequel j'ai défendu ma campagne, c'est celui du nous. Du nous que les indépendantistes, ils ont inscrit depuis 1983 dans le projet de Nainville-les-Roches, qui a été rejeté dans le statut Lemoine, mais qui a été conforté en 1988 aux accords de paix, de Matignon-Oudinot et de rééquilibrage, et en 1998. C'est toujours ce nous qui, pour moi, fait sens. Il n'y a pas de stratégie de construire un pays séparé, pour moi. Si on est compatriote, si on est nationaliste, si on est calédonien, on doit construire ensemble. Il n'y a pas de pays qui se construit dans l'exclusion. Monsieur le député, cette semaine, il y a eu une conférence avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Tout le monde s'accorde à dire que d'ici septembre, si rien n'est fait, eh bien, la situation va continuer à s'empirer. Quelles sont aujourd'hui les propositions de l'État pour la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous, élus calédoniens, vous allez défendre en force la reconstruction du pays? Alors, les compétences du député, c'est des compétences qui s'expriment au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que nous, on ouvre des portes et on fait que les gens se rencontrent. C'est dans ce sens-là aussi que la démarche engagée avec M. Mesdorf auprès de Bercy était de rappeler aussi aux obligations de Bercy, parce que malgré les annonces qui avaient été faites sur les assureurs et les établissements bancaires à les suivre, on a été obligé de relancer et il s'est accordé à envoyer les émissaires cette semaine, la semaine dernière, et de reprendre finalement le lien avec les patrons et autant que le gouvernement sur la poursuite de ces objectifs de reconstruction. À une dimension près aussi pour moi que la réponse, c'est pas simplement injecter des liquidités, c'est de reconstruire différemment. Parce que si on construit, on pense que la réponse est juste de la trésorerie dans les caisses de la Nouvelle-Calédonie, c'est se dire aussi qu'on se retrouvera dans 30 ans avec les mêmes problématiques qui se posent. Donc aussi revoir les politiques publiques. On a parlé de l'agglomération de Nouméa, autant que de Nouméa, autant que la politique publique de jeunesse de la province sud. Je pense aussi à l'éducation, je pense à l'habitat. C'est d'abord les besoins primaires auxquels il faut répondre. On a engagé de la réflexion avec certains du patron des centrales d'achat pour faire que les produits de première nécessité ils puissent être disponibles. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cette crise, c'est pas dans 2 jours ou dans 3 jours. Ça fait 3 semaines que, au terme du vote, il y a déjà des gens qui sont en train de manger un repas par jour.
Donc c'est là où, plutôt que des effets d'annonce, se dire si on doit accompagner, il faut aller à la rencontre, évaluer le besoin et puis les propositions qu'a formulées le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est sa compétence à partager avec les provinces sur l'économie, qu'on puisse mener des assises dans lesquelles chacun converge de propositions qui émanent autant de la société civile que des patrons ou des entrepreneurs. Monsieur le député, nous arrivons maintenant aux questions des internautes. Le haut-commissaire, comme la directrice, je lis, adjointe de la police nationale s'accorde à dire que la situation leur a échappé. Pour répondre aux dégâts considérables causés par les émeutes en Nouvelle-Calédonie, pourriez-vous plaider pour que l'État reconnaisse sa responsabilité? Alors, la responsabilité de l'État, de fait, puisque c'est le garant de la sécurité des biens et des personnes, là, on a un représentant de l'État sur place. Les doléances, elles ont déjà été portées à son endroit, que ce soit par les indépendantistes ou les loyalistes, dont acte. S'il y a un nouveau gouvernement qui arrive, on va demander certainement que, si le représentant de l'État sur place n'a pas été efficace, qu'il soit remplacé. C'est juste ça, de manière très factuelle. Deuxième question, pourriez-vous demander une commission d'enquête parlementaire sur les causes et les conséquences de ces émeutes? Alors, c'est déjà les démarches qu'on a entreprises avec les groupes du Front populaire, Bastien Lachaud, Arthur Laporte, tout ça, du PS, parce que c'est aussi le fait d'avoir la cocarde bleu-blanc-rouge sur le paletot de député nous permet de porter une attention et de demander des éclairages, non seulement sur les exactions qui se sont faites dans Ducos, autant que sur les assassinats ou les milices qu'ils ont menées à tous ces exactions sur place. Donc oui, ça fait partie des prérogatives. On en a discuté déjà aussi avec le sénateur Khouié et puis les parlementaires de mon groupe GDR à l'Assemblée. Troisième question, pourrions-nous trouver des signes communs identitaires, comme par exemple un drapeau qui puisse nous unir? Un drapeau qui puisse nous unir. Déjà, on a une terre qui nous unit, on a une histoire qui nous rapproche. Certainement, il y a eu un débat qui s'est tenu sous l'égide de Dewi Gorodé lorsqu'elle était au gouvernement et qui a abouti à la devise « Terre de parole, terre de partage », un hymne. Je pense que déjà, si on peut travailler sur ça et que chacun apprenne l'hymne de notre pays, ça serait forgé au-delà des histoires dramatiques qu'on est en train de revivre aujourd'hui. On a commémoré il y a quelques jours la Monique. Je pense qu'on peut aussi commémorer la vie. Le 24 septembre qui arrive, là, fête de la citoyenneté, c'est aussi une occasion de célébrer ce qui fait qu'on fait pays, finalement. Il n'y a pas besoin d'avoir peur le 24 septembre. Le 24 septembre, c'est le jour qui était jour de deuil kanak pour les indépendantistes. Et puis, à partir du gouvernement collégial, on a transformé, on a dit, c'est le jour de la citoyenneté parce que c'est le jour finalement où deux communautés se sont rencontrées. Et avec la perspective de l'accord de Nouméa et celui de constituer un nouveau projet de société, qui pour nous, les indépendantistes, va vers l'indépendance, c'est la fête de la citoyenneté. Donc c'est ça que nous, c'est ça à ce à quoi on croit. Et finalement, le 24 septembre, c'est ce que je vais célébrer, moi, à titre personnel. Monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation.